On va commencer, j'ai un tout petit peu inversé l'ordre parce que j'ai un lien cool entre toi Valérie qui sera du coup à la fin de cette section et un projet artistique qui ouvrira la suivante. On va commencer si tu veux bien par Hélène Collat qui va nous parler du programme Érable. Sans transition plus que ça, je te laisse la parole. Si tu veux bien Hélène te présenter et nous parler de ce beau dispositif. Bien sûr, avec plaisir. Alors c'est ça pour passer les slides ou... Parfait, super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, moi je suis Hélène Collat et je dirige ce programme Érable. Érable, c'est raconter le vivant pour agir et ça vise à mettre en récit la biodiversité dans les territoires. Alors, pour vous dire déjà d'où je parle, donc moi je suis écologue de formation, ça fait 15 ans que je travaille dans la préservation de la biodiversité, dans des structures associatives et des établissements publics. Et donc aujourd'hui, je pilote ce programme au sein d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle l'Europe des projets architecturaux et urbains. On utilise souvent l'acronyme, vous comprendrez pourquoi. Donc c'est GIP EPAU, EPAU. Et en fait, c'est un groupement de moyens qui est sous la co-tutelle du ministère de la Transition écologique, du ministère de l'Aménagement du territoire et du ministère de la Culture. Donc on a 3 tutelles. Et on mène des actions de recherche-action, d'expérimentation et de valorisation dans le domaine de la ville, du bâti, des territoires et de l'écologie. Donc il y a 8 programmes qui sont pilotés au sein du GIP, dont Érable. Donc, à l'origine, comment est né ce programme Érable ? En fait, c'était une demande du ministère de la Transition écologique pour inclure un outil dans la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité qui est sortie fin novembre 2023 pour avoir un outil à destination des collectivités locales pour qu'ils prennent mieux en compte la biodiversité dans leur territoire. Et donc, on a créé ce programme qui mobilise les élus par la recherche et action sur la biodiversité locale, dont le premier objectif, en fait, c'est un programme de recherche-action. Donc, le premier objectif, c'est de la recherche, c'est produire de la connaissance pour mieux comprendre la complexité des enjeux territoriaux de la biodiversité. Et ça va se faire avec un dialogue entre chercheurs, artistes, élus et acteurs. Le deuxième objectif, c'est le volet opérationnel de la recherche-action, donc c'est nourrir l'action publique locale et régionale. Et le troisième objectif, grand objectif de ce programme, c'est diffuser en fait tout ce qui émerge des projets qu'on va soutenir à travers des médias, des vecteurs artistiques et des médias pour être à destination du grand public. Donc la méthode, c'est quoi l'objectif de ce programme ? En fait, on soutient des projets qu'on appelle transdisciplinaires dans les collectivités territoriales pour proposer des pistes d'action et des leviers pour des changements transformateurs. Donc les changements transformateurs, c'est quelque chose qui est identifié dans le rapport de l'IPBES. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le GIEC de la biodiversité. Donc c'est eux qui donnent un peu les lignes directrices sur l'état de santé du vivant et les actions à mettre en place pour préserver ce vivant. Donc l'idée, c'est de réussir à aboutir à ces changements transformateurs, vraiment un changement d'échelle sur la préservation du vivant. Et donc, il va se mettre en place des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes des acteurs de la mise en récit, avec d'une part des chercheurs pluridisciplinaires qui vont travailler en co-construction avec des artistes qui vont apporter des nouveaux récits et des imaginaires et des élus. Et donc, on va avoir un projet qui se co-construit à 3 avec des chercheurs, des artistes et des élus, autour de la mise en récit de la biodiversité. Et il faut aussi qu'il y ait une intégration des acteurs de la vie localement qui soient intégrés dans la dynamique. Donc la mise en œuvre de ce programme, en fait, elle met en interaction 4 grands piliers. Donc on va avoir cette notion de mise en récit qui va se faire par le concours de méthodes scientifiques associées aux pratiques artistiques mobilisées autour des enjeux de politique publique. Donc l'idée, c'est que ces récits soient portés par les élus et les citoyens, mais qui soient aussi là pour les mobiliser. Le deuxième pilier, c'est la l'inter et même la transdisciplinarité, puisque on impose à ce que les chercheurs ils soient au moins issus de 2 grandes disciplines, donc des sciences humaines et sociales et des sciences dures de l'écologie de l'autre côté. Et il y a aussi l'association donc artistique qui doit se faire. Donc on a ce mix de disciplines, sachant que sur le volet artistique, toutes les disciplines peuvent être mobilisées. Donc ça peut être la littérature, le design, le théâtre, la musique, etc. Je passe. Le troisième pilier, c'est la prospective, parce que l'objectif aussi de ce programme, c'est de doter les élus d'outils pour qu'ils se projettent à long terme et qu'ils sachent comment
agir et réagir face à l'évolution de la biodiversité. Donc il y a une dimension d'adaptation au changement climatique qui doit être prise en compte. Et le quatrième pilier, j'en ai déjà un peu parlé, c'est cette collaboration entre recherche, décision et action. Puisque les projets coportés par le collectif chercheurs, artistes élus, doivent aussi intégrer une dynamique de collaboration pour associer tous les acteurs locaux pendant la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire les associations, les citoyens, habitants, les acteurs socio-professionnels. Et donc, in fine, l'objectif, c'est d'aboutir à un objectif commun de préservation de la biodiversité, avoir une vision assez systémique, dynamique, sensible du territoire et de la biodiversité, et en fait essayer de passer outre sur les aspects réglementaires, mais aborder cette notion du vivant sous un autre angle, sous l'aspect plus émotionnel. Et donc c'est clairement de l'expérimentation, on lance quelque chose. Ce programme est sorti en fin 2023. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment ce récit qui se met en forme avec tous les acteurs localement. Alors, pour faire ça, on a lancé en gros une consultation de recherche-action qui a été pérenne tout au long de 2024 pour identifier des projets sur le territoire qui répondent donc aux critères que je vous ai énoncés. Donc là, vous avez la cartographie des 7 premiers projets lauréats. Donc en fait, il y a 2 sessions de sélection sur 2024. Donc la première session a permis d'identifier les 7 projets que vous avez ici. Donc vous voyez qu'ils sont assez bien répartis sur le territoire parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir une répartition assez homogène sur le territoire métropolitain et ultramarin. Donc à terme, on va financer 20 projets sur la consultation de 2024. Et ces 20 projets devront être répartis sur l'ensemble des territoires ultramarins et des régions de France métropolitaine. Et on cherche aussi, donc toujours l'objectif, c'est d'inspirer le plus grand nombre, parce qu'on ne pourra pas aller sur tous les territoires, et l'idée c'est de lancer une démarche qui inspire d'autres. Et pour ça, on va essayer d'avoir aussi une représentativité de milieux, c'est-à-dire des zones qui sont peut-être plus en milieu agricole, des zones en milieu rural, périurbain, urbain, littoral, forestier, etc. On cherche aussi une diversité dans la configuration territoriale, je veux dire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des toutes petites communes rurales, des grandes métropoles, des parcs naturels régionaux, des communautés de communes, etc. Donc le territoire peut être très variable et la problématique aussi, puisque préserver la biodiversité, c'est assez large. Et en fonction des caractéristiques du territoire, on s'intéressera peut-être plus à la gestion de l'eau ou au tourisme en montagne, à la renaturation en ville. Voilà, donc on cherche aussi une grande diversité là-dedans, toujours pour inspirer le plus grand nombre. Alors, oui, et ce que je n'ai pas dit, qui est sur la slide aussi, c'est que en ce moment, on est en cours de sélection ça se termine de la 2e session, et on aura 13 nouveaux projets parmi les 15 qui ont été présélectionnés. Parce que je vous passe les détails, mais la sélection est en 2 temps. Donc ça, c'est le mois prochain, on aura 13 nouveaux qui accompagneront ces 7 projets lauréats. Alors, pour que vous compreniez un peu mieux ce qu'il y a derrière, je vais vous donner un exemple avec le projet Retour vers la forêt future, qui a clairement un lien avec le film Retour vers le futur. Ça commence dès le titre, le récit de ce projet. Et il s'intéresse donc au milieu forestier. Donc on est en Haute-Loire et en fait il y a 3 communes et donc 3 maires de communes qui sont impliqués dans le projet. Donc c'est Saint-Julien-Chapteuil, Querrières et Monastier-sur-Gazeille. Et ils se sont associés donc à 3 chercheurs. Donc on a Antoine Chopot, j'aurais mieux à lire comme ça peut-être, qui est philosophe de l'écologie politique, et Roméo Bondon, qui est géographe, et Xavier Morin sur le volet écologie, qui est écologue spécialiste des milieux forestiers. Et ils se sont associés à Sonia Derzipolski, qui est artiste-auteur de la compagnie de théâtre Mot Compte Double, et Marie Julliard, qui est photographe. Donc on a ces acteurs qui se sont mis autour de la table pour faire une proposition, répondre à l'appel à projet. Et donc leur projet, l'objectif en gros, c'est concilier la libre évolution des forêts en bien commun et la gouvernance locale collective. Et donc pour ça, ils ont toute une dynamique de concertation qui va se mettre en place. Donc les projets, à chaque fois, je ne l'ai pas dit, mais c'est sur 2 ans. Ils sont financés à hauteur de 150 000 €. Et donc il y a une association de tous les autres acteurs locaux. Donc là, vous voyez, il y en a qui ont été nommés, qui ont été intégrés même dès la réalisation du projet, l'ONF, je sais plus, les associations, enfin vous les avez ici, les parcs naturels régionaux, etc.
Et pour vous pitcher un peu le truc, pour que ce soit encore un peu plus concret, alors Sonia Derzipolski le met en récit déjà beaucoup mieux que moi, mais en gros, derrière Retour vers la forêt future, l'idée c'est de prendre l'idée que dans le film, les acteurs, ils peuvent aller dans le passé et dans le futur pour modifier le présent. Et donc là, ça va se traduire à travers un site internet hyper interactif où tout le monde pourra y contribuer, alimenter le site. Et on pourra cliquer sur des icônes qui représentent des acteurs à la fois humains et non humains. Donc on a Xavier l'écologue, on a Sylvain le hêtre, on a Brioche le chien, on a Marguerite le scarabée. Et donc à chaque fois, on clique sur l'image et en fait, ça nous raconte la position de cet acteur humain ou non humain dans le milieu forestier. Donc on a Brioche qui joue avec un bâton de bois de Sylvain le hêtre, qui est avec sa maîtresse, etc. Et en fait, on peut après, avec une sorte de cadre, le faire avancer dans le temps ou reculer dans le temps et on voit la position de cet acteur humain ou non humain à une autre époque. Donc, par exemple, Brioche le chien, en 1950, il joue pas avec un bâton parce qu'en fait, il n'y avait pas de forêt, parce que c'est une forêt plantée. Bref, c'est pour faire prendre conscience des choses d'une autre manière. Et tous ces textes sont alimentés par les moments de concertation et de balade en forêt qui sont réalisés par les élus, les chercheurs et les artistes. Et je vais passer rapidement sur cet autre projet pour vous illustrer un petit peu la diversité. On en a un autre, par exemple, sur les glaciers. Donc là, on est en Haute-Savoie, sur la commune plus particulièrement de Bourg-Saint-Maurice, où en fait, il y a l'association de la glaciologie, de l'écologie, du droit, de la philosophie à la création artistique et à l'implication d'acteurs territoriaux. Donc pour créer ces nouveaux imaginaires. Et l'objectif, in fine, c'est d'avoir une aire en protection forte, donc pour protéger les glaciers et les écosystèmes qu'ils libèrent. Et puis ça se fait donc sur le volet artistique à travers un festival engageant qui s'appelle Agir pour les glaciers, qui a lieu fin mars, si ça vous intéresse d'ailleurs, à Bourg-Saint-Maurice. Un film documentaire, des illustrations, etc. Et donc voilà pour vous illustrer un peu le projet. Et je voulais vous dire un dernier mot de ce qui ressort de tout ça. Donc l'objectif, in fine, c'est d'inspirer, de mieux prendre en compte la biodiversité, évidemment, mais aussi d'inspirer d'autres pour avoir aussi un changement d'échelle et de réels changements transformateurs. Et donc on impose aux porteurs de projets quelques rendus qui vont pouvoir mettre en lumière ça. Donc il y a des rapports scientifiques, vu qu'on est sur de la recherche. Il y a une note à l'intention des décideurs, puisque l'objectif c'est aussi d'orienter les politiques publiques. Et la troisième production, c'est une production artistique de mise en récit. Donc on a ces 3 productions obligatoires au niveau national. Mais nous, au niveau du GIP, on est là aussi pour diffuser les résultats de tous ces travaux. Et ça, on le fait de différentes manières pour mettre en lumière au niveau national ces projets locaux. Donc on a des partenariats presse avec Libération, où à chaque fois on a des paroles de chercheurs, artistes, élus, qui mettent en lumière ce qu'ils ont fait dans leurs projets localement. On a des podcasts avec Binge Audio, on a un partenariat avec la maison d'édition Actes Sud pour éditer des ouvrages thématisés sur les projets, et notamment, en gros, il y aura un ouvrage qui va sortir avec un dessinateur qui va arpenter les projets locaux pour un peu raconter, pour le dire très brièvement et brutalement, que peut l'art dans la préservation du vivant. On a un site internet que je vous invite à regarder. Vraiment, on a une plaquette de présentation du projet, donc c'est là, érable.archi.fr, plaquette de présentation du programme, des projets, vous avez des actualités, bref, beaucoup d'informations, un réseau LinkedIn qu'on alimente aussi beaucoup sur les actualités. Voilà. Et puis voilà, du coup, on a une direction de programme que je dirige avec une chargée de mission qui est à ma disposition pour donner des informations. Ce que j'ai pas mentionné du tout aussi, mais sans qui le programme n'existerait pas, c'est un conseil scientifique composé de 14 chercheurs à la fois issus des sciences humaines et sociales, du milieu de l'art et des sciences du vivant, qui sont là pour garantir la qualité scientifique des travaux, et un comité des partenaires qui est constitué de 46 organismes, donc beaucoup de personnes nous suivent, qui représentent eux aussi les artistes, les élus et les chercheurs, voilà, qui sont là pour nous aider dans la construction du programme, évaluer les projets, etc. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Je passe la parole à Thibaut, qui est responsable dans la Fondation Carasso des programmes Art Citoyen. Il n'y a pas de diapo, c'est toi qui prends la lumière à tout de suite.
Merci Jérôme. Oui, donc je suis Thibaut Gerbaille, responsable de programme Art Citoyen pour la Fondation Daniel Inina Carasso. Je vous prie d'excuser d'ailleurs Klaus Rücknis, qui est le directeur de l'Axe, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui car il accueille une promo de nos lauréats de l'appel à projet Médiation et démocratie culturelle qui ont récemment été élus et au 104, et d'ailleurs au 104 qui accueille aujourd'hui l'exposition de Tara de la Fondation Tara sur les océans, et ça nous fait le lien, comme quoi l'art et science, le lien art et science est partout aujourd'hui. Quelques mots de présentation sur la Fondation Carasso, Daniel Inina Carasso. On pourra en reparler plus tard de manière informelle si vous le voulez, mais c'est une fondation familiale qui a été créée en 2010, qui est sous l'égide de la Fondation de France, 2010 pour sa partie française, 2014 pour sa partie espagnole. C'est une fondation binationale, avec l'idée dans l'esprit des fondateurs de créer une société plus harmonieuse et de nourrir à la fois l'esprit et le corps, d'où la création de 2 axes d'intervention de la Fondation aujourd'hui, à la fois sur l'alimentation durable et sur l'art citoyen. Pour ce qui est de l'art citoyen, avec cette notion que les habitants, qui est encore une notion très chère à la DG de TDC du ministère de la Culture, que les habitants, via la participation artistique et culturelle, peuvent s'insérer de manière un peu plus forte dans la société aujourd'hui et face aux enjeux auxquels nous devons faire face. Alors, je vous présente rapidement les 4 axes d'action de l'art citoyen à la Fondation. Là aussi, on pourra y revenir un peu plus tard, plus en détail. À la fois le domaine de l'art et de l'éducation, où on s'intéresse à l'école, aux élèves, principalement. C'est un peu l'action historique de la Fondation. Mais aussi, on essaye d'aller de plus en plus hors de l'école, donc de s'intéresser à l'éducation formelle, informelle et non formelle, et donc aux élus, aux professeurs, bien évidemment, aux réseaux d'éducation populaire, etc. Le deuxième axe, qui est celui de la démocratie des arts et des territoires, où là, on s'intéresse très fortement justement à cette notion de territoire et aux coopérations qui peuvent naître sur ces territoires entre acteurs culturels, mais pas que, acteurs du monde de l'environnement social, de l'agriculture, et ces coopérations sur des territoires bien précis, avec une attention portée à la ruralité, aujourd'hui de plus en plus forte, parce qu'on essaie de sortir aussi des grands centres urbains et de Paris, des grandes métropoles, qui accaparaient un peu les projets que l'on soutenait historiquement. Le troisième axe, c'est l'axe artistes citoyens, où là on va s'intéresser davantage aux artistes pris individuellement. Il y a des systèmes de bourse, on a un partenariat avec l'Institut international des arts notamment, mais également avec des structures comme Artagon à Marseille et à Pantin, ou Subsistance à Lyon, qui vont s'intéresser à la formation des artistes pour les intégrer finalement dans le monde réel et leur donner les clés de travail au-delà des aspects de production artistique. Et puis enfin, le dernier axe, qui est l'axe art-société aujourd'hui, qui nous intéresse, art, sciences et société, et dans lequel on soutient justement l'Hexagone ou les réseaux Traces, avec cette idée qu'aujourd'hui, pour répondre aux enjeux actuels, et notamment les enjeux écologiques, une seule thématique, une seule discipline n'est pas nécessaire. Il y a besoin de composer justement les savoirs. Et c'est pour ça que nous, on porte une importance très forte à associer dans les projets que l'on soutient à la fois le monde artistique, à la fois le monde de la recherche scientifique et la société civile, bien évidemment, avec cette idée que il faut qu'on fasse bouger les choses, il faut que le discours officiel des institutions n'est pas suffisant et qu'on a besoin que les citoyens s'engagent sur ces questions-là, avec le geste artistique qui permet finalement de sortir de cet état de sidération dans lequel on est aujourd'hui face à un discours scientifique parfois un peu anxiogène, et puis à l'inverse, le discours scientifique qui nous permet de rationaliser quelquefois aussi le geste artistique qui peut être parfois incompréhensible pour certains de nos concitoyens. Comment on agit dans juste pour cette idée de composition des savoirs, on a rédigé un carnet à la Fondation Carasso qui permet de mieux comprendre comment justement travailler ensemble avec des méthodologies d'univers différents. Il est sur le site internet de la Fondation, vous pouvez le retrouver et c'est très intéressant. Ça se base sur tous les projets qu'on a soutenus, notamment dans les appels à projets
Composer les savoirs en France et en Espagne. Ça permet aussi de faire le lien avec les projets soutenus en Espagne, c'est très intéressant. Quels sont nos axes, nos intérêts pour les prochaines années? C'est valable pour Arts et Sciences, mais c'est valable aussi pour tous les autres axes d'action de la Fondation. La notion de territoire, ça, elle est très forte. On part d'ancrage, d'innovation, d'expérimentation territoriale qui peuvent être capables d'essaimer sur d'autres territoires, d'être modèles pour créer de nouvelles dynamiques ailleurs. Et en France, à l'échelle régionale, départementale, nationale, mais aussi européenne. Et je cite par ailleurs le réseau Red Act, qui a été créé par la Fondation en Espagne, à Madrid, et qui aujourd'hui touche l'ensemble des communautés autonomes espagnoles, et qui est un peu le petit frère du réseau Trace aujourd'hui en France. Donc on voit les synergies qui peuvent être déployées. L'action de plaidoyer aussi, très importante. La Fondation avait l'habitude de parler beaucoup d'elle à l'époque. Aujourd'hui, on essaie de faire parler les porteurs de projets. Donc ça, c'est très important. Et voilà, dans cette idée, encore une fois, de mobiliser la société et les citoyens. Donc, n'hésitez pas aussi nous, on aime donner la parole et raconter les belles histoires des porteurs de projets que l'on soutient. Les publics cibles, évidemment, on s'intéresse aux publics dits les plus éloignés de la culture, mais c'est très vaste. C'est la jeunesse, bien évidemment, avec la toute petite enfance, mais également les territoires ruraux, les territoires QPV, les publics en situation de handicap, bien évidemment, sous main de justice, mineurs isolés. Voilà, c'est des publics pour lesquels la gouvernance, notre gouvernance, pour les prochaines années, a une intention très particulière. Nos modes d'action, ils sont simples. Nous, on essaie de soutenir des projets qui, à notre sens, sont moteurs dans le domaine art-sciences et changent les choses à leurs différentes échelles, les modes de production, les modes de penser un lieu. Par exemple, je vous donne des exemples de projets qu'on soutient dans ce domaine. La Citadelle à Marseille sur la question de la pollution des sols. L'ENS, bien évidemment, Saclay, la scène de recherche pionnière dans la relation art-sciences. Le Cube, Garges-les-Gonesse, sur un territoire totalement différent, en région parisienne, une des villes les plus pauvres de France, mais un lieu qui pense justement ces relations art-sciences de manière pluridisciplinaire. Et puis, last but not least, bien évidemment, l'Hexagone et le réseau Trace, dont on est les soutiens historiques et dont on a vraiment confiance en l'avenir pour la structuration du réseau, pour Trace, et puis pour la nouvelle aventure de l'Hexagone, notamment au niveau du Clos des Capucins et de ses résidences. Donc on attend les prochains éléments pour l'année 2025. Et puis il y a aussi c'est le moment un peu pub, on travaille beaucoup par appel à projet sur ces questions-là, et on a lancé récemment un appel à projet Composer les savoirs sur la thématique de l'eau. 2025, c'est l'année de l'eau à bien des égards, et donc on a lancé cet appel il y a 3 semaines. Les porteurs de projet ont jusqu'au 28 février pour déposer leur note d'intention sur notre plateforme. Donc on espère recevoir des projets intéressants, avec cette idée aussi qu'on associe société civile, artistes et scientifiques pour cet appel à projet. On a une enveloppe de 700 000 € pour une dizaine de projets que l'on doit sélectionner à la fin du printemps, début été, pour un début de projet 2025. Voilà. C'est tout pour moi à ce stade. C'est des soutiens pluriannuels? C'est des soutiens pluriannuels pour 1 à 3 ans. Ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, asseyez-le, il est à vous jusqu'à ce soir. Tu pars assez tôt, finalement. Bon. C'est votre chance. Pour finir, Valérie Dehaut, qu'on est très heureux d'accueillir. Je te laisse la parole pour nous parler un peu des points de pivot entre politique de recherche nationale et européenne, parce que c'est vraiment là-dessus que tu t'actives, te présenter et nous décrire un peu ce que tu gères. Donc bonjour, je m'appelle Valérie Dehaut, je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
et je suis en charge d'une partie d'Horizon Europe. Donc dans ma présentation, je vais vous parler un petit peu d'Horizon Europe, du cluster 6 d'Horizon Europe dont je m'occupe, des opportunités de financement, et ensuite je mettrai l'accent sur les missions et le New European Bauhaus. Et je précise que la présentation sera disponible sur le site Horizon Europe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est quelque chose qui est public. Alors, Horizon Europe, alors qu'est-ce que c'est ? C'est le nom du programme cadre de financement de la recherche et de l'innovation au sein de l'Union européenne. Donc pour la période 2021-2027, et le montant de tout le programme s'élève à 95,5 milliards d'euros. Donc je m'occupe du cluster 6, je vais y revenir tout de suite après. La structure d'Horizon Europe. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter, et l'objectif, cela dit, ce n'est pas une plaisanterie, parce que l'objectif c'est d'accroître la participation française à Horizon Europe, qui n'est pas tellement à la hauteur à l'heure actuelle. Donc dans Horizon Europe, on a 3 piliers. Donc on a un premier pilier qui est consacré à l'excellence scientifique. On a un 3e pilier qui est consacré à une Europe innovante. Et on a un 2e pilier qui est plutôt consacré à des défis sociétaux. Et donc le cluster 6 d'Horizon Europe, dont je m'occupe, donc fait partie du 2e pilier. Et le cluster 6 donc, s'occupe d'alimentation, de bioéconomie, de ressources naturelles, d'agriculture et d'environnement. Quels sont les dispositifs de financement donc, dans Horizon Europe et dans le cluster 6 ? Donc, chaque cluster va proposer des programmes de travail biannuels. Ensuite, il y a un programme de travail pour les missions. Et ensuite, il y a des partenariats cofinancés, donc par la Commission européenne et par les États membres, donc dans chaque cluster. Alors, le programme de travail du cluster 6, en général, ce sont des programmes biannuels, sauf pour 2025, comme il y a eu des élections européennes, évidemment, il y a des nouvelles priorités. Donc pour 2025, on a juste un programme de travail annuel. Donc dans le programme de travail du cluster 6, on a 7 destinations. Une première destination donc, qui est consacrée à la biodiversité et au système écosystémique. Une deuxième destination qui correspond à la stratégie de la Commission européenne de la ferme à l'assiette. En anglais, c'est Farm to Fork. Donc, système alimentaire juste, sain et durable. Une troisième destination consacrée à l'économie circulaire et à la bioéconomie. Une quatrième destination consacrée à l'environnement propre et à zéro pollution. La 5e destination va traiter de questions relatives à la terre, à l'océan, à l'eau pour le climat. La 6e destination est consacrée aux communautés résilientes, saines et vertes. Et la 7e à une gouvernance innovante et aux solutions digitales. Donc dans chaque destination, il y a des projets et tous les États membres donc, sont invités à répondre donc, à ces projets. Alors, dans chaque destination, il y a des orientations thématiques et donc des caractéristiques principales. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc, dans la destination biodiversité, on a des thématiques et donc les appels à projets doivent répondre à ces thématiques. Donc, comprendre les raisons du déclin de la biodiversité et y répondre, restaurer et protéger la biodiversité, intégrer la biodiversité dans la société et l'économie, pratiques favorables à la biodiversité dans l'agriculture, la foresterie et l'aquaculture, permettent une transition vers des systèmes circulaires. Deuxième destination, donc c'est ce que je disais, la stratégie Farm to Fork. Donc favoriser la durabilité des systèmes agricoles, permettre une pêche et une aquaculture durable, transformer les systèmes alimentaires pour la santé, la durabilité et l'inclusion, et cibler la coopération internationale. Troisième destination,
économie circulaire et bioéconomie. Donc, entre parenthèses, à chaque fois, vous avez les abréviations dans le programme de travail. Donc, permettre une transition vers des systèmes circulaires, innover dans des systèmes biosourcés durables, la biotechnologie et dans la bioéconomie, innover dans la bioéconomie bleue et les chaînes de valeur des biotechnologies. Destination 4, environnement propre et zéro pollution. Donc, mettre fin à la pollution de l'air, des sols et de l'eau, améliorer les performances environnementales et la durabilité des produits et des procédés biosourcés, réduire l'impact environnemental et la pollution des systèmes alimentaires. Destination 5, donc résumé en climate, donc ressources en eau, irrigation, dépendance énergétique des exploitations agricoles, utilisation des sols, modélisation de l'océan et zones polaires, coopération avec la Chine sur des approches intégrées pour l'environnement. Destination 6, communauté résiliente, saine et verte, donc vie rurale, emploi et modèle de production pour les communautés agricoles. Alors, le New European Bauhaus, je vais en parler après parce que maintenant, il ne fait plus partie de la destination 6, j'en parlerai tout à la fin. Donner du pouvoir aux communautés arctiques locales dans le processus de décision sur l'environnement. Et la dernière, gouvernance innovante, solutions numériques. Innover grâce au modèle de gouvernance et en soutien aux politiques. Déploiement et valeur ajoutée des observations environnementales. Le numérique et les technologies de données en tant que facilitateurs. Dans le programme cadre, donc Horizon Europe, on a un nouvel instrument qui est apparu, ce sont les missions. Et donc, c'est un nouvel instrument dans le programme cadre de recherche et d'innovation pour la période 2021-2027. Et donc, les missions, elles visent à relever un certain nombre de défis en mobilisant la recherche et l'innovation de manière ciblée et en prônant une approche novatrice. Donc, dans les missions, la politique de recherche et d'innovation est définie en vue d'atteindre des objectifs clairs et ambitieux qui bénéficient à l'ensemble de la société et prennent en compte les besoins des citoyens. Et donc, cette approche, on la doit à un professeur de sciences économiques italo-américain. C'est le professeur Mariana Mazzucato. Et donc, c'est elle qui est à l'origine de l'approche des missions. Et pour illustrer donc, cette approche, elle prend l'exemple de la mission Apollo qui a été lancée par les USA dans les années 60. D'abord, la mission se caractérise par son caractère ambitieux. Donc, en l'occurrence, le défi, c'était la conquête spatiale et l'objectif, c'était d'envoyer l'homme sur la Lune, donc objectif ambitieux. La deuxième caractéristique des missions, c'est son caractère mesurable. Et donc, ce caractère permet d'évaluer si l'objectif est atteint ou non. Et donc, si les astronautes sont envoyés sur la Lune et s'ils reviennent vivants, la mission est une réussite. Et ensuite, la mission se caractérise donc par son caractère limité dans le temps. Elle permet de cadrer l'objectif et de fixer son terme. Et donc, les Américains avaient déterminé que cet objectif devait être atteint avant la fin des années 60. Et donc, pour atteindre ces objectifs, la mission Apollo a nécessité des investissements, des innovations dans divers domaines. L'aérospatiale, l'alimentation, la médecine, l'informatique, les matériaux, la biologie, la géologie, l'électronique. Et donc, cette mission a poussé les chercheurs de différentes disciplines à coopérer pour relever ces défis. Et donc, on retrouve cette même approche dans Horizon Europe, où on a 5 missions. Alors, on a 5 missions, mais on en a 2 qui sont rattachées au cluster 6 d'Horizon Europe. Alors, je vais rapidement quand même les citer. On a une mission cancer, on a une mission ville, une mission adaptation au changement climatique et 2 qui sont rattachées au cluster 6, la mission santé des sols et la mission océan et eau. Donc, pour chaque mission, on a un programme de travail spécifique au sein du pilier 2, donc un programme différent de celui du cluster 6.
Et on a 2 phases de mise en œuvre pour chaque mission. 2022-2025, donc phase de développement et pilotage, et 2026-2030, déploiement et mise à l'échelle donc des missions. La mission donc santé des sols, elle a 8 objectifs spécifiques. Le premier objectif, réduire la désertification. Deuxième objectif, préserver les stocks de carbone organique. Troisième objectif, mettre fin à l'imperméabilisation des sols et accroître la réutilisation des sols urbains. Quatrième objectif, réduire la pollution des sols et promouvoir leur restauration. Sixième objectif, prévenir l'érosion. Sixième objectif, améliorer la structure pour favoriser la biodiversité du sol. Septième objectif, réduire l'empreinte mondiale de l'Europe sur les sols. Et le dernier, améliorer l'éducation de la société à la question des sols. Deuxième mission rattachée au cluster 6, c'est donc la mission océan et eau. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on met en relation dans la mission les eaux marines et les eaux continentales, les eaux intérieures. Donc c'est une volonté de la Commission européenne. On a 3 objectifs spécifiques dans cette mission. Le premier objectif, c'est protéger et restaurer les écosystèmes marins et d'eau douce ainsi que la biodiversité. Deuxième objectif, prévenir et éliminer la pollution de nos océans, de nos mers et de nos eaux. Et le troisième, rendre l'économie bleue durable, neutre en carbone et circulaire. Ensuite, je vais passer brièvement, dans le cluster 6, on a aussi, enfin dans tout Horizon Europe en fait, et bien sûr dans le cluster 6, on a des partenariats cofinancés, donc cofinancés par la Commission européenne et par les États membres. On a aussi des partenariats institutionnalisés. Dans le cluster 6, on en a beaucoup. On a un partenariat institutionnalisé qui est consacré à la bioéconomie circulaire. On a 8 partenariats cofinancés. Donc on en a un sur l'eau, Water for All. On en a un qui est consacré à l'économie bleue durable, Sustainable Blue Economy. On en a un qui est consacré à l'agroécologie. On en a un qui est consacré au système alimentaire sain, Future Foods. On en a un qui est consacré au bien-être animal, Animal Health and Welfare. Et on en a un qui est en construction à l'heure actuelle sur les forêts et la foresterie, et un autre sur les données agricoles. Ensuite, la diapo suivante. Voilà, donc vous les avez ici. Et encore la diapo suivante. On a aussi une initiative dans le cluster 6 qui s'appelle Prima. En fait, bon, elle date déjà d'Horizon Europe, d'Horizon 2020. C'était prédécesseur d'Horizon Europe. Donc, c'est un partenariat qui est consacré au bassin méditerranéen. Et l'objectif, donc, est de créer des capacités de recherche et d'innovation et des solutions innovantes communes dans le bassin méditerranéen. Donc, Prima a aussi son programme de travail spécifique. Voilà. Et les partenariats donc, lancent aussi des appels régulièrement, en général un appel par an. Alors maintenant, je vais vous parler d'une dernière initiative européenne. En fait, avant, ça faisait partie d'une destination, mais depuis 2020, c'est une initiative donc, à proprement parler, qui a été prise par la présidente donc, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'appelle le New European Bauhaus, et cela fait référence donc au mouvement architectural et artistique des années 20 en Allemagne sous la République de Weimar. Donc cette initiative, donc, elle vise à déclencher donc un mouvement créatif et interdisciplinaire et à étendre le projet environnemental et économique du Green Deal, donc du pacte vert européen, à un projet architectural et artistique. Donc les 3 critères, c'est la durabilité, l'esthétique et l'inclusivité, donc qui sont abordés comme des aspects centraux. Et le projet donc vise à combiner l'art, la culture, la science et la technologie. Donc l'objectif du New European Bauhaus, c'est de créer un espace de vie pour les citoyens européens correspondant aux valeurs citées, ainsi que de trouver de nouveaux moyens permettant à l'Europe de devenir
climatiquement neutre d'ici à 2050. Et donc, le New European Bauhaus a maintenant aussi son propre programme de travail. Voilà, donc la présentation sera disponible donc sur le site du ministère. Vous avez donc mon adresse mail, vous pouvez poser des questions, on vous répond, et le ministère donc est bien sûr à la disposition de tous les acteurs qui sont intéressés par Horizon Europe. Moi, je m'occupe que du cluster 6. Mais je peux transmettre les questions à mes collègues. Et l'objectif, donc, c'est ce que je disais, c'est d'accroître la participation française à Horizon Europe. Merci beaucoup Valérie. Je compléterai volontiers. Donc, chaque gros centre de recherche ou université est assez structurée pour porter des projets européens auprès de la Commission. Donc le maillage national est très largement, c'est très exhaustif, est en mesure de s'intéresser à ces thématiques et est en mesure et a peut-être même vocation de plus en plus à considérer l'impact sociétal, l'engagement citoyen dans ces dépôts de projets, que ce soit dans le New European Bauhaus ou dans les appels classiques et du cluster 6 et de l'axe 2, pas du pilier 2, pardon. C'est un truc, vous avez l'arbre en tête ou pas? C'est en principe, bon, les diapos seront disponibles, ça commence. Là, je crois que je suis à l'aise. Donc, l'état d'esprit de la présence de Valérie aujourd'hui, c'est de faire sentir ça, c'est que à l'échelle nationale, toute recherche en cours sur ces thématiques, qui s'intéresse à des coopérations européennes sur ces thématiques-là, a possibilité d'associer au plus proche de son inscription géographique des artistes, des associations, des institutions qui agissent dans la culture, la création et l'art. C'est ça le message du jour. Et dans tous les projets donc, du cluster 6, il y a une dimension sciences humaines et sociales. Et les citoyens, maintenant, donc, doivent être intégrés au consortium. Puisque ce sont des consortiums qui répondent aux appels à projets. Donc ça, c'est la nouvelle approche. C'est pour sensibiliser donc les citoyens, les jeunes aux enjeux environnementaux, climatiques, etc. Et donc ça, c'est une nouvelle approche. C'était pas le cas précédemment dans Horizon 2020. Et donc tous les acteurs publics et privés peuvent faire partie des consortiums. Et bien sûr, le ministère défend, j'allais dire, et soutient tous les acteurs privés et publics. Et il y a tout un dispositif qui a été mis en place donc, au sein du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour soutenir les acteurs français. Et notamment, il y a des points de contact nationaux, ça s'appelle PCN, points de contact nationaux. Donc, il y en a bien sûr pour le cluster 6. Et eux viennent aider les acteurs français qui veulent soumettre un projet. Et ils organisent des ateliers à la demande. Donc, ils sont là vraiment pour aider les acteurs. Et l'Hexagone se porte volontiers témoin de cette dynamique-là. On a la chance d'avoir intégré un consortium sur la question de la pollution des sols qui s'est lancé à Milan il y a 10 jours et qui va s'activer pendant 3 ans. 25 partenaires, une grosse machine, financée à 100%. Enfin, avec les 90 milliards, tout n'est pas là, mais il y a un peu de sous qui sont financés à 100% pour vraiment engager cette question de citoyenneté sur ces thématiques-là et de création artistique comme le vecteur, le pivot de ces sujets. Donc voilà, n'hésitez pas vers Valérie ou même vers nous à venir nous entreprendre pour voir dans quelle mesure ces appels sont aussi faits pour nous à toutes échelles. C'est vraiment l'enjeu sur tout le territoire national, quelle que soit la taille de votre structure. Si vous vous retrouvez dans ces engagements-là et que vous faites du art et sciences, il y a une porte, vraiment, et je pense que c'est quelque chose d'opportun et d'important pour nous dans les années à venir. Donc merci beaucoup Valérie pour cette ouverture. Merci à vous trois encore, 3 dispositifs assez complémentaires, vous l'aurez mesuré.